Bonjour à tous. Bonne santé à tous. Bonne année. À ceux que j'avais pas vus encore aujourd'hui. Une belle réussite pour cette fin d'année. Je suis très très heureux d'accueillir aujourd'hui mon ami Vincent, qui est sorti après de 25 ans de l'école. Blam. Ouais, 20 ans. 20 ans, un peu moins. Qui a un beau parcours. Et je tenais vraiment à le faire participer aux aventures du Festival Méliès pour qu'il vienne témoigner de son parcours et puis témoigner aussi qu'il vous donne son ressenti sur la création artistique dans notre domaine, autour de la narration, autour de... Bonjour Virginie, je t'avais pas vu, excuse-moi, salut, tu vas bien? Ça fait mal. Et surtout cette envie de donner vie en fait à des marionnettes, quelles qu'elles soient, que ce soit de l'anime tradi, que ce soit de la 3D, que ce soit de la stop motion. Voilà, cette démarche est très très intéressante sur ce qui va vous transmettre. Donc, bien évidemment, vous avez tous des crayons, des papiers dans les mains pour noter les choses et tout, des anecdotes. Mais vous pourrez revoir aussi cette conférence qui sera bientôt en ligne, comme tous les festivals Méliès. Donc, Vincent lance le festival Méliès cette année. C'est le premier à introduire cette conférence. Donc, dans notre petite salle de cinéma. Énorme pression, voilà. Et puis, je te remercie vraiment d'avoir accepté de jouer le jeu. Avec plaisir. Et puis voilà, je reste à côté de toi, je suis pas très loin. Ouais, et j'ai un peu peur. Je te laisse là. Tiens-moi la main, s'il te plaît. Merci à toi. Ouais, merci. Bon, bonsoir. Ma voix est horrible avec le micro, mais bon, on va faire avec. Bonsoir à tous. Moi je suis sorti de l'école en 2004. Ça fait pas mal de temps. Je suis rentré à l'école en 2002. À l'époque, ça s'appelait même l'École européenne supérieure d'animation, l'ESA. Et entre-temps, le nom a changé pour quelque chose de bien plus symbolique. Et donc voilà, ce soir, je vais un peu vous parler de mon parcours et de la sortie de l'école. Et même avant, vous allez voir, je vais introduire en revenant très très longtemps en arrière. Et voilà. Et puis à la fin, j'espère qu'on aura un petit peu de temps. Je sais que là dehors, c'est un peu compliqué pour rentrer chez vous. Donc n'hésitez pas à partir tout de suite après si vous avez des trains et tout ça. Mais voilà, si vous voulez qu'on discute un tout petit peu à la fin, ce sera avec grand plaisir que je pourrai répondre à vos questions. Et Toujours une séance de questions-réponses à la fin des conférences. Donc si vous avez des questions, à préparer au fur et à mesure de la conférence. N'hésitez pas. Bon, je vais essayer d'aller vite parce que je vais retracer pas mal de choses. Donc aujourd'hui, en gros, le fil rouge va être le langage du corps. Donc ça va être mon fil rouge sur toute cette conférence. Et parce que moi, je suis animateur, donc j'ai fait une formation à l'école qui était assez généraliste, mais au fur et à mesure, moi, ce qui m'intéressait, c'était le corps et donc principalement comment faire passer l'émotion à travers l'animation et tout ça. Donc ça demande beaucoup d'observation et d'exercice, d'analyse. Et je vais revenir sur mon parcours parce que j'ai eu la chance de faire des choses assez différentes, qui est de l'animation très cartoon ou de l'animation hyper réaliste, l'animation de créatures, de robots, de tellement de choses. Donc là, je vais commencer juste par vous montrer un petit panaché ou une petite palette de ce que j'ai fait, ma bande démo en fait, voilà, sur ces dernières années. Donc je commence juste par ça.
Cyber Girl. Please put me to bed and turn down the light. Hey, Peggy, film here and what just happened? Oh boy, let me guess. Butch, Spot. It's a day for dumbass names. That's my underwear. Yeah, I was pretty sure he didn't know what you were talking about. Will you just be nice? This is my family. Until one day, I found paradise. Oh, we're gonna be there soon, I'm sure. It's like, whoa. Donc voilà, ça c'est... Quand même, excuse-moi, c'est quand même super impressionnant. Il finit sur sa bande démo avec un court-métrage qu'il a... je vais en parler après. Non, mais c'est extraordinaire. Tu t'es mis ça à la fin en plus, en disant c'est un des projets les plus sensibles que j'ai rencontrés dans ma vie, réalisé par Fabrice Joubert. Un court-métrage qu'on a aidé à l'école au démarrage. J'allais en parler, Franck. Ah, pardon, excuse-moi. Et c'est excellent. Je te laisse en parler après. Mais Vas-y, après, vas-y. on va en parler tous les deux parce qu'effectivement, c'est vachement lié au prolongement de ce que j'ai fait à l'école, mais je vais en reparler. Pardon. On va y arriver, Franck. Mais justement, je vais essayer de faire chronologique. Et moi, c'est pareil. En plus, c'était ma meilleure aventure, donc je vais vraiment y venir. Et c'était vraiment incroyable. Et ça, c'est un projet qui compte énormément. D'ailleurs, j'ai beaucoup de trucs à vous montrer sur ça. Donc c'est pour ça que je te ferai sûrement participer. French Rose, c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer un tout petit peu chronologiquement. Et puis j'ai eu la chance de travailler sur des projets extrêmement variés, même au sein de Weta. J'en reparlerai après. J'ai eu la chance de travailler dans différents départements liés au motion. Donc moi, mon métier, c'est vraiment animateur principalement. Donc après, ça se limite pas à ça. Je fais d'autres choses à côté. Je développe des projets. Je fais pas mal. Je suis aussi concept artiste et je dessine toujours dès que je peux en à côté. Mais voilà, ça vous montre un tout petit peu le panel de ce que j'ai pu faire pendant ces années. Et je voulais vraiment commencer sur sur comment moi je perçois justement tout le sens que je perçois dans le cinéma, qui compte énormément pour moi. Donc c'est ce que j'ai écrit juste avant de venir. Donc le cinéma, c'est une fenêtre par laquelle on voyage dans un univers livré, une vision, pendant un temps donné. Et assis en sécurité, on est spectateur, seul avec son ressenti. Et puis, une fois le film terminé, on a cette liberté de le mélanger à notre propre imaginaire et d'en penser ce que l'on veut. Ces plus ou moins 90 minutes nous font réagir, en bien ou en mal. On peut ou pas avoir aimé ou avoir ressentir des choses du film. Mais parfois, en fait, certains de ces films vraiment s'ancrent en vous pour toujours. Moi, ça a été mon cas. Donc là, je reviens vraiment je suis né en 1981. Je suis sûr pour certains d'entre vous, il est né au siècle dernier. En fait, ce qui est assez marrant, parce que quand je préparais cette conférence, je me disais, je repensais à moi aussi enfant et comment les choses naturellement ont été vers ce que je suis devenu aujourd'hui en tant qu'animateur. Et j'ai commencé par ça, c'est-à-dire jouer avec mes propres jouets, donc j'ai appelé ça les bonhommes. Et mes parents m'ont amené voir Star Wars, c'était le retour du Jedi. En 1983 ou je crois 1983, donc j'avais 2 ans et demi. Et à partir de ça, donc ils m'ont offert les petits personnages. Et c'est assez marrant parce que ils ont senti chez moi dès 2 ans qu'il s'était passé quelque chose. Et je pense que le film m'a vraiment, je pense pas avoir. Après, c'est difficile d'en parler parce que j'avais vraiment 2 ans, quoi. Mais ce qui est assez intéressant, c'est tout l'univers que je me suis créé
Et c'est comme si ces films-là, bien sûr, l'imaginaire se crée par rapport à nos rêves, par rapport à des choses qu'on va vivre, réinterpréter et tout ça, mais aussi par rapport à ce qu'on voit et des films, des visions. C'est pour ça que j'en ai parlé juste avant. Et je pense que ça a été mes propres fondations. Et j'ai toujours tourné mes propres histoires d'enfants qui jouaient tout seul ou alors avec ma sœur, parce que j'ai eu la chance d'avoir le meilleur petit frère du monde. J'avais une petite sœur qui cassait pas mes jouets et qui jouait avec moi. Et on a partagé plein de choses ensemble. Et c'est marrant, tout a commencé. Il y a une chanson, j'adore, des White Stripes. Et en fait, ça s'appelle Little Room. Et en fait, tout commence toujours dans des petites pièces, dans des petits endroits pour chacun d'entre nous. Et puis à un moment, on sent ce besoin d'avoir une plus grande pièce. Et voilà, moi, ça a commencé avec une boîte, avec mes jouets, et tout mon univers s'est créé à partir de ça. Et au fur et à mesure, je me suis réalisé. Très rapidement, un film qui m'a profondément marqué aussi, je l'ai vu, je crois, la même année, ça a été E.T. Et en fait, ça a été, je pense, encore aujourd'hui, c'est mon film vraiment préféré. Et c'est un film que j'adore. Et en fait, ce qui est pareil, quand on analyse, quand je m'auto-analyse, si je puis me permettre, genre, je me suis rendu compte que ça a été aussi mes premières peurs. J'étais terrifié de voir ce petit extraterrestre quand il est tout blanc et malade. Et cette vision, je ne l'ai pas mise parce que même encore aujourd'hui, ça me procure des sensations. Mais quand je le voyais malade et pas en bonne forme sur le bord de la rivière, et à deux doigts de mourir, ça m'avait terrifié. Ça m'a hanté pendant des années et des années. Et pareil, c'est un film qui a joué de l'autre côté sur des joies, qui m'a fait vachement rire. La scène quand il est en train de se balader à la parade d'Halloween, où ils sont tous déguisés et qui voit un petit personnage qui est déguisé en Yoda et qui fait home, home, maison, maison. Enfin, c'est des choses qui, je pense, enfants m'ont vraiment, sont restés vraiment ancrés en moi, et ils le sont encore aujourd'hui. Donc voilà, ayant grandi dans les années 80, je pense que le cinéma a été extrêmement important pour moi, et encore aujourd'hui. Donc suite à ça, bien sûr, j'ai joué énormément de mon côté. Et le dessin est arrivé dans ma vie. C'est pas ce que je faisais quand j'avais 2 ans, hein. Mais le dessin est arrivé dans ma vie. Et je pense que, comme beaucoup d'entre vous, le dessin a été un moyen pour moi de m'exprimer et à la fois d'aussi regarder le monde, de l'observer, du passé, du temps, essayer de comprendre le monde dans lequel on est. Moi, c'est vrai que j'étais très porté vers tout ce qui était les monstres et les films de monstres. Ayant grandi dans les années 80, c'était quelque chose pour moi d'hyper important. Et bizarrement, là, je fais la transition avec les primates, les singes. Il y avait cette espèce de chose dans la réalité. Bien sûr, je regardais beaucoup de films fantastiques, mais de constater que dans notre monde, il y a des choses qu'on a du mal à comprendre et qui peuvent paraître vachement différentes de l'être humain. Et entre autres, en analysant les singes, j'ai eu une fascination pour les singes depuis que j'étais tout petit. C'est pareil, j'avais ma première peluche, c'était un singe, et j'ai toujours été très très attaché par ça. Et je vais faire la transition avec justement l'école, c'est-à-dire que après avoir eu mon bac en main, j'ai voulu faire une école de prépa et qui s'appelait l'Atelier de Sèvres. Et c'était une année préparatoire où j'ai fait énormément de dessins, que ce soit académique, de la sculpture, de la perspective, de l'histoire de l'art, ce genre de choses condensées pour préparer les concours. Et à l'époque, cette école nous poussait à faire une école assez académique, on va dire, les beaux-arts, les arts déco. Moi, à l'époque, je voulais vraiment faire un DMA d'illustration. C'était mon grand, grand rêve depuis que j'étais tout petit. Sauf qu'à cette période-là, j'ai découvert Monstres et compagnie. Alors qu'avant Toy Story 2, je l'avais vu au cinéma. Je crois qu'à l'époque, je m'étais même endormi au cinéma. Ça ne m'intéressait pas trop. Mais quand j'ai vu Monstres et compagnie, je me suis dit, waouh, la 3D, ça donne des perspectives assez hallucinantes. Et je me suis dit, à l'époque, c'est ça que je veux faire. Et donc, j'ai toujours continué à faire du dessin. Mais un jour, j'étais en train de dessiner au Palais Garnier. Je n'ai pas les dessins là, mais j'étais en train de dessiner au Palais Garnier. Et ma copine de l'époque me dit « Ah, c'est marrant, j'ai rencontré un étudiant qui a un stand, c'était complètement farfelu, mais il avait un stand à Aubert, si tu veux aussi qu'on en parle de ça, Franck. Mais juste laisse-moi finir l'introduction. Mais en fait, c'était assez drôle parce que ma copine de l'époque donc me dit « Voilà, il y a cette école de 3D qui vient d'être créée, qui s'appelle le ESA.
Et moi, j'avais mon carton en dessin sous le bras, et je me suis dit, après avoir fait les cours de perspective à l'Opéra Garnier, du coup, je me suis dirigé vers ce stand qui était marqué École supérieure d'animation, École européenne supérieure d'animation. Et j'avais mon carton en dessin, et j'avais un étudiant en face de moi, et j'ai discuté avec lui, on a partagé plein de choses, et je lui ai dit à la fin, nous, notre école nous pousse à faire pas du tout de la 3D, des choses académiques et tout ça, et la 3D m'intéresse. Et donc on discute, et le courant passe bien, et puis à la fin, je lui dis, bah voilà, je vais tenter le concours, et peut-être qu'on se reverra. Et lui, il me dit, bah écoute, tente-le, et au plaisir de te revoir. Il me serre la main, il me dit, je m'appelle Franck Petita. Et j'étais sûr que c'était un étudiant, donc c'était assez fou. Donc voilà, j'ai préparé le concours. Et quand j'étais, d'ailleurs, pour revenir là-dessus, c'est pour ça que j'ai mis cette page-là d'ailleurs, quand j'étais à l'atelier de Sèvres, je préparais du coup mon dossier pour préparer toutes les écoles d'art. Et je faisais cette page, donc c'était précisément celle-là, avec des orang-outans. Et à côté de moi, il y avait quelqu'un qui dessinait aussi, qui préparait une page, une composition comme ça pour son book, et qui avait fait pareil, des orang-outans. Et je me tourne vers lui et je lui dis, tu veux faire quoi comme école? Et il me dit, bah moi, il y a une école qui m'a vachement parlé et j'ai envie de la tenter. Ça s'appelle, donc, je vais dire l'école Méliès. Et je lui dis, trop bien, bah, écoute, si jamais on rentre dans cette école, si ça te dit, je sais pas, je te lance une idée comme ça, une bouteille à la mer, bah, on n'a qu'à faire un film ensemble et puis on le fera sur des orang-outans. Il me dit, ok. Et ben, on est rentré dans l'école. Et dès le début, on a fait bonjour, voilà, bah, nous on est potes, on s'est déjà vu avant. Et puis, et en fait, ils nous poussaient à faire des films, chacun donnait des idées. Et nous, dès le début, on a fait, bah non, nous, on sait ce qu'on veut faire un film avec des orang-outans et on va le faire ensemble. Et ils nous ont dit non, et on a dit, ah, si, quand même, et puis on l'a fait. Donc, le directeur a dit oui, mais on a dû quand même convaincre tout le reste de l'équipe. Et au fur et à mesure, je pense qu'on n'a pas dû lutter beaucoup, mais c'est vrai qu'on est arrivé avec ce rêve dès le début, et c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir été vachement accompagnés dans cette belle aventure. Je ne suis pas particulièrement fier du résultat parce qu'on a fait un film avec un orang-outan qui n'a pas de poils, parce qu'au final, on n'avait pas les moyens de faire les poils. Mais ça a été une aventure vraiment, ça a été le point de départ pour moi. Et vraiment, l'école, ça a été un endroit où je me suis réalisé. Je me suis même rendu compte que mon dessin avait vachement changé et je me sentais vraiment bien. Ouais, je me suis vraiment réalisé pendant ces années. C'est pas pour faire une super pub à l'école, c'était véritablement quelque chose qui. C'est une école qui m'a jamais brisé. C'est-à-dire que peu importe ce qu'on faisait, on a toujours été accompagnés. Il y avait jamais. J'espère que ça n'a pas changé, Franck, mais en tout cas à l'époque, ouais, ils essayaient d'écouter vraiment qui on était. Et le but, c'était vraiment de nous accompagner, nous donner ce diplôme. Moi, encore aujourd'hui, je me rends compte que tous mes amis, même ma femme, a fait l'école. Beaucoup de choses tournent autour de cette école, et c'est pour ça que dès que je reviens, je passe du temps ici, et j'espère en passer de plus en plus dans les années qui vont venir. Donc voilà, la retour en 2004. Si tu as quelque chose à dire sur ça, Franck, n'hésite pas à me le dire. Donc ça, c'est pas. Donc ça, moi, je me suis occupé sur le film, pas de l'orang-outan justement, parce qu'on a voulu faire une fable exotique à l'époque, et avec le prétexte de l'orang-outan. Donc moi, je me suis occupé d'un autre personnage, de la larve, parce que le film s'appelait La larve et l'orang-outan. Et du coup, voilà, on a réussi aussi pendant le film à chacun se donner un objectif, et on avait une personne qui s'occupait du lighting et du décor. Paul s'occupait de l'orang-outan et moi, je m'occupais de la larve. Donc après, j'ai commencé ma carrière où j'ai travaillé sur des films comme OSS 117, où j'ai fait la balle de Jokari sur la plage, pour ceux qui l'ont vu. J'ai fait l'élastique avec la balle de Jokari, c'est moi. Et puis j'ai travaillé sur d'autres projets. Ça a été vraiment très formateur. On a été recruté par un autre Franck, qui s'appelle Franck Malmain, et qui a donné la chance à beaucoup d'étudiants à l'époque. Donc on a fait nos premières armes là-bas. Sauf qu'un jour, j'avais une de mes amies avec qui j'avais étudié à l'atelier de Sèvres, qui vient me voir et qui me dit, j'ai mon petit ami à l'époque qui s'appelle Fabrice Joubert et qui revient de France et qui comment? Ouais, qui revient en France. Il était aux États-Unis pour réaliser un court métrage.
Ce qu'il faut savoir, c'est que la raison première pour laquelle il est revenu, c'était vraiment par rapport aux droits d'auteur. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, et surtout lui travaillant à DreamWorks, quand on a des idées, c'est vrai que les idées n'appartiennent pas vraiment à l'auteur. C'est-à-dire qu'en France, on a quand même des lois qui protègent le droit d'auteur, et c'est l'une des raisons pour laquelle il est revenu. Sauf qu'en revenant, il avait un tel bagage en tant que superviseur, parce qu'il avait travaillé sur plein de films de DreamWorks, qu'il a eu un petit peu de mal à trouver des gens pour l'aider. Et donc pour la petite histoire, sa petite amie est venue me voir en me disant voilà, il a un peu de mal à rencontrer des gens qui peuvent l'aider. Moi, j'étais dans son entourage l'une des rares personnes qui faisait de la 3D parce qu'elle avait fait des Gobelins. Et à l'époque, beaucoup des étudiants des Gobelins ne faisaient que de l'animation 2D. Et donc, elle m'a dit, si tu veux bien, je te le présente. Et donc, il est arrivé avec son storyboard et en pitchant le projet, en disant, voilà, c'est un projet qui rend hommage un peu au cinéma de Jacques Tati, de Chaplin. Et moi, c'était aussi quelque chose qui me parlait énormément. Je suis un énorme fan de Buster Keaton, de Chaplin et de Jacques Tati. Et du coup, tout de suite, je me suis tourné vers ma compagne, qui est aujourd'hui encore ma femme, qui faisait les études à l'école Georges Méliès, donc qui avait beaucoup de temps à consacrer sur son propre film. On s'est regardé, et dans son regard, c'était du genre, vas-y, dès que tu as du temps libre, donne-toi à fond sur ce projet. Et donc, j'ai dit à Fabrice, ok, moi, je me lance, je te donne mes soirées, mes week-ends, et vas-y, c'est parti. Donc, lui m'a dit, je te confie le personnage du clochard. Donc, c'est Gaspard le clochard. Et ce qui était assez drôle, c'est que très, très peu de temps après, en discutant avec lui, il me dit, ah, et puis j'ai discuté avec quelqu'un que je viens de rencontrer, que sa compagne de l'époque lui avait présenté, et il va aussi nous aider. Et cette personne, c'était Franck. Et en fait, c'était assez drôle parce qu'on ne s'est pas concerté pour cela, parce que moi, je l'aurais très certainement orienté aussi vers l'école. Et Franck, à l'époque, lui avait dit un peu la même chose en disant, voilà, nous, on va t'aider. Moi, je veux dire, on a des étudiants, on va leur présenter. Si tu veux parler d'ailleurs de ça, si certains veulent participer au projet, nous, on est prêts à te donner toute l'énergie pour t'aider à fabriquer ce film. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler, moi de mon côté, en plus de mes heures de travail, parce que je travaillais à Dev2Shoot, sur ce projet, et l'école à C'était avoir des étudiants. C'était dans les fameuses résidences d'été qu'on montait, booster en fait des auteurs et des chefs d'entreprise à vouloir monter leur entreprise, comme on le fait actuellement avec les 4 entreprises d'anciens élèves à Brie-sur-Marne. Et ça a été en fait un démarrage de projet, je dirais, un starter, parce qu'en fait, les entreprises ne veulent voir quand même des images pour pouvoir se lancer à fabriquer des films. Oui. Salut. Et du coup, ce démarrage, ça a été fait au moins, il y a 4-5 anciens élèves qui étaient dessus. Joe Delval, qui est aujourd'hui réalisateur Illum, Mathieu Ménard, Paul, c'était après. Ça, c'était un tout petit peu après. Mais au début, oui. Ce qui s'est passé, c'est qu'il cherchait en fait à pouvoir faire son film avec pas de moyens. Donc du coup, l'école, les copains et tout ça. Et puis est arrivé en fait le fameux Éric Bibot-Bergeron, très peu recommandable de nos jours, qui en fait voulait chercher à faire que Fabrice Joubert travaille comme directeur d'anime sur Monstre à Paris. Et il se connaissait de DreamWorks, mais Fabrice ne voulait pas faire la direction d'anime sur son film. Et à ce moment-là, il me dit, dans ce cas-là, fais-moi rencontrer, on se fait une bouffe à Annecy et tout ça. Je lui dis, t'as qu'à lui vendre le fait qu'il fasse ton court-métrage avant le Monstre à Paris, comme Pixar le faisait. Et puis toi, tu lui dis, si tu fais mon court-métrage, si tu me produis mon court-métrage, je fais ta direction d'anime sur le film. Et c'est ce qui s'est passé. Et ça a été même un sujet de discussion, on n'en parlera pas là, mais plus tard aussi avec Luc Besson, qui produisait Monstre à Paris, et Mathieu Chédid, où ça a fait grincer des dents, parce que le court-métrage, il envoie du lourd. Il a surtout été aux Oscars. La même année que Logorama, un autre court-métrage que j'ai démarré ici aussi à l'école avec les H5. La même année, il y avait 2 films qu'on avait commencé à aider qui étaient aux Oscars. Voilà. Ouais, et ce qui était assez magique, c'est qu'en plus, le projet a remporté le SIGGRAPH cette année-là. Ouais. Donc, c'était vraiment une récompense incroyable. Donc, voilà, retour à Fabrice qui me présente ce projet. Il me montre ses designs. Et c'était Nicolas Marley, aka Nico Marley, qui travaillait sur Kung Fu Panda, qui a travaillé tout sur les designs de Kung Fu Panda, de Dragon et de tous ces projets-là. Enfin, si vous tapez sur Internet, j'en suis sûr,
beaucoup d'entre vous connaissent son travail et son talent. C'était même un animateur à la base qui a travaillé sur Balto, qui avait fait Les Ours, enfin quelqu'un d'incroyable. Et donc il me montre les designs et je fais waouh, incroyable. Et puis après je regarde de plus près et je fais waouh, ça va être compliqué quand même. Et surtout pour la barbe. Et du coup, je me suis fixé ce challenge. Donc Fabrice a fait les model sheets et à partir de ça, j'ai dû réadapter. Donc, je me suis vraiment fié exactement à ce que j'avais sous les yeux. Et pour les poils, ce que j'ai fait, c'est qu'à l'époque, je suis sûr qu'aujourd'hui, vous avez des technologies en un clic. Mais ce que j'avais fait, c'est comme un perruquier, j'avais fait tous les poils du dessus, un par un. Et puis, j'en avais fait une dizaine pour constituer la barbe. Et puis après, sur un week-end, j'ai fait un peu comme un perruquier. J'ai réparti ça autour de son menton. Et donc voilà, ça c'est la partie modélisation que vous connaissez bien. Et quelques recherches. Bien sûr, on s'inspirait de Christophe Serrand, qui avait déjà fait des centaines de recherches de mains. Et donc j'ai essayé d'avoir des posings un peu comme lui le faisait en animation 2D et en 3D sur les films de DreamWorks. Ce qui était bien avec Fabrice, c'est que lui étant superviseur à DreamWorks, du coup, il m'a vachement transmis le savoir qu'il avait appris avec toutes ces années à DreamWorks. Et c'était incroyable d'avoir ce savoir-faire en France. Et c'est pour moi, c'était une formation après la formation où j'ai complètement réappris mon métier. Donc le projet, j'ai eu la chance d'être en charge de ce petit personnage. Donc là, ça va être un petit making-of rapide pour vous montrer comment on a travaillé dessus, avec une petite musique d'ambiance, un peu d'ascenseur, bonjour. Donc voilà, ça c'était les différentes recherches qu'on avait pour travailler sur ça. Et comme là, voilà, c'était vraiment toutes les étapes décomposées pour faire le personnage. Le modeling en filaire avec le visage sans barbe. Et à partir de ça, donc, on s'est vraiment appuyé sur les couleurs pour essayer de retranscrire ça en 3D. Et voilà, à l'époque, on était sur un logiciel qui n'existe plus, qui s'appelle Softimage, XSI Softimage. Et ce que j'ai fait, c'est qu'à l'époque, j'ai pris la décision de faire tout sur une version low définition. Et voilà, c'est comme ça que j'ai conçu le personnage. Donc j'ai eu la chance en plus de travailler vraiment sur toutes les étapes de fabrication. Donc ça a été vraiment la modélisation jusqu'à l'animation, en passant par le setup, le rigging, tous les blend shapes pour le visage. Et après la supervision de tout ce que moi je ne maîtrisais pas, qui était vraiment le texture shader, et puis tout le travail de air dessus, et des vêtements, of course. Et pour l'animation, donc ce qu'on a fait, comme on était à l'école, donc c'était juste derrière, on avait des locaux et on a joué. Donc chaque animateur avait son propre personnage. Donc là, on va voir Jonathan Delval, en tout petit peu sur le côté. Et Fabrice, non, c'était Fabrice là, derrière le journal. Et il y avait Mathieu Ménard qui s'occupait du serveur. Et en fait, ce qui était assez génial, c'est qu'on avait vraiment notre personnage pour le coup et qu'on a pu mener du début à la fin. Donc voilà, ça c'est l'étape d'animation en gris, et puis ça c'était le rendu final, du coup, qui était un rendu assez, avec un travail comme si c'était à la peinture. D'ailleurs le matte painting à l'arrière a été fait vraiment un travail à la main. Et, il y avait vraiment, Fabrice avait vraiment pour intention de donner une patte artistique assez unique à l'époque, et c'est vrai qu'on était extrêmement contents. Mais à la base, le projet était fait aussi pour mettre en place, ce qui a été aussi négocié, c'est que ça nous permettait de mettre en place toute la pipeline et les outils pour le long métrage de Monstres à Paris qu'on a fait dans la suite, parce que j'ai eu la chance de travailler avec Fabrice sur l'animation, entre autres. Lui supervisait, donc le deal c'était on fait ce court-métrage et ensuite on enchaîne sur un Monstre à Paris pour faire l'animation du long métrage. Donc ça c'est un peu pour vous montrer un tout petit peu voilà, l'étape, comment moi je travaille, comment je travaille à l'époque. C'est qu'on a un storyboard comme vous le connaissez, qui a été fait par Fabrice. En fait, ce qui était assez intéressant sur ce projet, c'est qu'on avait vraiment une recherche qui n'était pas de faire de la vidéo motion capture ou ce genre de choses, donc vraiment ça s'ancrer
sur la performance, on a essayé vraiment de trouver plein d'idées. Par exemple, là, je le mets dans le sac et hop, le papier tombe derrière. Donc ça, c'était pas prévu, mais on a essayé de trouver des petites idées comme ça. Donc, là, vous voyez Jonathan Delval, qui est co-réalisateur aujourd'hui de films comme Les Minions ou Pets, Life of Pets. C'était hyper sympa parce qu'il y avait un côté... on était une toute petite équipe et c'était hyper intéressant. Donc voilà, c'est pour vous montrer un tout petit peu les dessous du projet à l'époque. Donc suite à ça, moi j'ai travaillé sur pas mal de projets personnels. Ça c'était un des projets que j'avais. J'ai continué mon aventure avec la même compagnie. Et donc ça c'est des projets que j'ai toujours dans les cartons. J'ai fait pas mal de recherches. J'ai fait des pitchs pour présenter des projets de série. Et j'ai intégré aussi, donc pour travailler comme vous avez vu dans ma bande démo, sur des projets comme Lorax, Moi Moche et Méchant 2. Donc ça fait partie de certaines petites animations que j'avais fait. Et suite à ça, truc de dingue, c'est que c'est pour ça que des fois dans la vie il se passe des rencontres. Il suffit d'une rencontre, on dit toujours ça, il suffit d'une rencontre pour tout changer. Fabrice a été pour moi jusqu'à présent l'une de mes plus belles rencontres. Et je le remercie encore parce que c'est vrai que cette aventure qu'on a partagée entre autres avec Franck sur ce film, elle a été encore aujourd'hui hyper importante pour moi. Ça a duré 1 an et ça a bouleversé toute ma carrière. J'ai eu vraiment l'impression de réapprendre mon métier à travers ça, donc je lui en serai éternellement reconnaissant. Mais suite à ça, j'ai un de mes amis qui travaillait à Weta, donc aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande. Et lui, il était en charge de tous les FX. Et entre autres, il s'est occupé pour le Smog, le dragon, des FX de tout ce qui était concernant le feu. Et cet ami qui s'appelle Adrien Toupet, aka Caius, qui était aussi un ancien de l'étudiant et qui était de la promotion de ma femme. En fait, on discute avec lui et on était tombé sur un reportage. Et bien sûr, à l'époque, nous, on était complètement ébahis par tout le travail de Weta, que ce soit dans La Planète des Singes ou Le Seigneur des Anneaux. Et lui me dit, bah écoute, je sais que là, il y avait une période un peu entre 2 productions et on avait envie de changement dans notre vie. Et il dit, voilà, ce qu'on peut faire, c'est que si ça vous dit, je vous aide à venir en Nouvelle-Zélande. Et en gros, si vous venez, j'essaie d'organiser une rencontre avec l'un des superviseurs d'animation à Weta. Et du coup, je lui ai dit oui. j'ai hésité une microseconde, donc j'ai fait laisse-moi réfléchir. Ok, ça marche. Donc on a été en Nouvelle-Zélande et j'ai rencontré ce superviseur d'animation qui s'appelle Dan Barrett et qui est aujourd'hui l'un des personnalités de l'animation les plus importantes, multi-oscarisé. Bon, à l'époque, je n'avais pas conscience de tout ça. C'était juste pour moi, waouh, il est un superviseur à Weta. C'était incroyable, mais j'ai eu la chance du coup de le rencontrer. Je lui ai montré ma bande démo. J'avais la chance, comme vous avez pu voir, de travailler sur certains projets qui étaient hyper sympas, comme Moi Moche et Méchant, Lorax, Un Monstre à Paris, French Roast. Donc il m'a dit, non, mais je vois que tu sais animer. Maintenant, ce que je veux, c'est vraiment te connaître. Et j'ai eu la chance de faire des rencontres avec des gens qui ne se limitaient pas juste à ce qu'on semblait être à travers ce qu'on faisait, mais qui essayaient de rechercher aussi qui on était. Parce qu'on fait un métier, malgré tout, donc je fais une petite transition avec l'AI, avec l'intelligence artificielle, où je pense qu'au fur et à mesure, les gens vont vraiment se rendre compte que s'il n'y a pas quelqu'un derrière avec des émotions, ça ne peut pas fonctionner. Rien ne pourra fonctionner. C'est pour ça que l'étude que vous êtes en train de faire aujourd'hui dans l'école et tout l'apprentissage que vous avez, ça fera toujours la différence. Et je me suis rendu compte que ce soit la passion que j'ai réussi à cultiver en étant dans l'école et après en étant dans ce métier, je me rends compte encore aujourd'hui que ça paiera. Ça paiera un jour. Là, on est peut-être dans une phase un peu interrogative sur le devenir des métiers de l'image, mais ça reviendra parce que à travers tout mon parcours, je me suis rendu compte que ces bases-là, elles me resteraient jusqu'à la fin. Tout ça pour dire qu'il m'a dit « Ah, j'ai vu que tu savais animer et du coup, maintenant, je veux te connaître. » On a discuté pendant 3 quarts d'heure sur une table de pique-nique juste en face de Weta. J'ai même pas eu la chance de rentrer, je crois.
Et après notre séjour en Nouvelle-Zélande, qui était complètement magique, on a découvert un monde, vraiment la terre des milieux, pour le coup, c'était vraiment le Seigneur des Anneaux. Je rentre sur le territoire français, j'allume mon téléphone, je regarde un message, et là, je vois message de Dan Barrett. Ah, c'était super sympa de te rencontrer. On aimerait t'accueillir à Weta dans les mois qui suivent. Donc, expérience de dingue. Et c'est comme ça que l'aventure est arrivée. Donc, on a loué un container, on a tout mis dedans, toutes nos affaires, on a mis nos enfants dedans, on leur a mis à manger, on a fermé le container, on a dit au revoir les enfants, on se revoit dans 2 mois. Ils ont... non, 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 on a vraiment tout mis dans un container, toute notre vie, tous nos meubles et tout ça, on a rempli un container. Ouais, toi, il n'y avait pas de la place pour que tu rentres dedans, Franck, mais ouais, non, c'était assez fou parce qu'on n'a pas voulu trop se poser de questions et on a bondi sur l'occasion. On s'est dit, voilà, à l'époque, on avait 2 enfants. On s'est dit, c'est parti pour l'aventure. Donc, on a pris un avion. Donc, c'est assez long. C'est 24 heures d'avion plus les escales. Donc, c'est presque 30 heures des fois. Et je suis arrivé pour travailler sur ce type de plan. Tout premier job, c'était travailler sur un dragon. Donc, même moi, j'avais pas une expérience dans le VFX qui était dingue. J'avais surtout travaillé sur des projets plutôt cartoon, on va dire. Mais voilà, il a réussi à me faire confiance. Et je pense que c'est ça qui est important aussi. C'est quand on sent qu'une personne est motivée. Je pense qu'on peut avoir en termes de résultats des résultats qui sont incroyables. Moi, je me rends compte que quand je regarde ma bande démo, qui, bien sûr, c'est des projets prestigieux, mais moi, personnellement, la chose dont je suis le plus fier derrière, c'est des gens qui font confiance, qui vous font confiance, qui vous donnent la chance et qui vont pas être toxiques avec vous et être dans un environnement de groupe où il n'y a pas des égos qui vont manger les autres et tout ça, font qu'on peut évoluer dans un cadre qui est magique et qui va faire des fois des projets qui sont aussi magiques. Donc, j'ai intégré Weta. Mon premier job, c'était travailler sur Smaug, donc le dragon de Hobbit. Donc, je suis arrivé sur le Hobbit Desolation of Smaug. Et contrairement à ce qu'on peut croire, c'est vrai qu'on voit des images sur Internet où on voit Benedict Cumberbatch qui est en train de faire de la motion capture, où on le voit dans en train de se déplacer sur le sol, en train d'imiter un dragon, sauf que nous, on a fait des conférences. Je me rappelle le tout premier jour, je suis arrivé, on a eu une grosse conférence, et là ils nous ont dit, voilà, on a fait des tests de motion capture, ça marche pas du tout. Nous, notre principale référence, ça va être Shere Khan du livre de la jungle. Et du coup, on a tout fait en keyframe, et c'était vraiment du gros travail de créature. Ils m'ont donné plein de plans complètement dingues, et moi je me suis dit, allez, c'est parti. Je crois que je me suis pas trop posé de questions. On a travaillé comme des dingues, jusqu'à 75 heures des fois par semaine. C'était vraiment une prod pour commencer à Weta qui était complètement hallucinante, mais c'était une expérience humaine incroyable. Donc me voilà arrivé dans ce pays et là, donc ça c'est juste un exemple, mais il me donne un plan en disant voilà, ça va être un gros orc qui va avoir des centaines de flèches sur lui, qui monte un escalier, et puis à un moment il y a le coup fatal qui va faire qu'il va tomber en arrière, etc., etc. Et du coup, ayant pris des cours de théâtre à la Comédie Française, j'ai pu, dans ma chambre, me filmer pour essayer de trouver des références. Pour la masse, c'était le cheval en bois de ma fille. Et donc voilà, j'ai commencé à... Ça, c'était dans vraiment les premiers mois où je suis arrivé. Donc, encore une fois, l'animation, des fois, c'est peu de choses. C'est vraiment essayer de comprendre des choses, poser des questions. Et donc, j'ai fait tout ce travail de recherche. Et le lendemain, j'ai montré ça à mon superviseur. Et il me fait « Ah, c'est cool !» Je les ai mis, c'est pas en temps réel, j'ai un petit peu fait de la slow motion en ralenti. Et donc, je lui montre ça le lendemain. Et là, il me dit « Ok, c'est vraiment cool. Donc maintenant, on va partir en studio. Et puis, je veux que tu sois avec moi pour diriger l'acteur qui va faire la motion capture. » Et donc, on est partis tous les deux dans les studios de Weta. Encore une fois, c'était le début. Moi, j'étais un peu comme un gamin qui voyait tout le monde qui me faisait rêver pour la première fois. Et du coup, il m'a vraiment donné la chance de participer, de donner un peu mon avis sur les acteurs. Parce que, bien sûr, comme vous voyez, je ne suis pas un grand acteur. Mais voilà, on avait déjà trouvé un peu toutes les
toutes les notions de poids. Et le plan final ressemble à ça. Donc, on peut ressentir un tout petit peu donc, l'animation. Donc voilà. Donc là, on ne voit pas tous les détails, mais si vous regardez, je ne sais pas si je peux mettre sur pause, mais là, on va voir, il y a tous les orques, là, il y a tous l'espèce d'archers qui lui lancent des trucs. On voit rien, de toute façon, même dans le film, on perçoit rien du tout. Je suis sûr que vous ne vous rappelez même pas de ce plan. Mais il y a un travail derrière de dingue, de chorégraphie, avec tous les archers, toutes les flèches et les pics qu'il a dans le corps et tout ça. Et c'est vrai que ce plan-là m'a pris pas mal de temps. Il écrase tous les orques derrière lui. Donc voilà, après, être animateur, vous allez voir tous les défauts de mon visage, ça va être hyper sympa. Être animateur, des fois, ça demande peu de choses. C'est vraiment un travail d'analyse. Donc là, j'avais dû faire pour une copine à moi, où c'était un plan d'Azog, je crois, qui criait. Donc il y a beaucoup, des fois, on revient vraiment à des choses très très simples. C'est pour ça... Des fois, les AI, ça nous fait rire parce que souvent, avant de créer une animation, on revient à des choses tellement basiques d'analyse, que ça soit de nous-mêmes ou des amis. Donc voilà. Ça, c'est le genre d'animation. Donc moi, je ne peux pas vous montrer tout ce qu'on a fait à Weta parce que bien sûr, ça reste en interne et tout ça. Mais c'était le type d'animation, avant de faire une animation, le genre de recherche que je faisais pour travailler vraiment le poids. Donc voilà, si c'est après un géant, je jouais vraiment sur le travail d'analyse, de poids et de posing. Et des fois, il suffit vraiment de peu de choses. Là, je me disais vraiment, il faut que ça résiste au moment où il ressorte. Donc voilà, ça c'est vraiment le travail que j'ai découvert là-bas, parce que j'avais jamais fait vraiment de VFX. Après, ça m'est arrivé de travailler sur des séquences. Donc moi, c'est vrai que c'était assez magique de travailler sur des choses qui m'ont toujours parlé, c'est-à-dire les singes. Donc j'ai travaillé sur des projets comme La planète des singes ou sur Rampage. Ça, c'est une séquence où justement j'étais en charge, où je me suis même occupé de toutes les crates, comment on dit les crates en français, je ne me rappelle plus des fois. Toutes les caisses, et puis voilà, toutes les notions de poids. C'était une super expérience. Donc ça, on ne peut pas vraiment s'inspirer. Donc là, on vient faire appel à notre connaissance justement des règles d'animation pour faire ce type de séquence. Et là, c'est une bande démo que j'ai fait juste pour vous montrer ce que je pouvais faire sur une prod. Donc ça, c'était à l'époque. Donc là, c'est ma bande démo juste sur le projet Pete's Dragon. Donc, ce qui était intéressant avec cette production, c'est qu'au final, voilà, on avait un dragon qui n'était pas comme les autres, qui était entre un gros ours, un chien et un dragon, donc un animal vraiment imaginaire. Et ce qui m'a vachement touché dans ce film, c'est justement ils ont décidé de me donner cette séquence qui était vachement émotionnelle. Et moi, c'est vraiment faire passer l'émotion. Plus avec le regretté Robert Redford qui est décédé cette année malheureusement. Mais ça a été quelque chose d'hyper important pour moi, cette production, parce qu'encore une fois, ça faisait appel à moi. Ce que j'aime le plus dans l'animation, c'est vraiment retranscrire l'émotion, des choses assez sensibles. Et c'est ce qui a presque le plus de sens pour moi quand je fais ce travail. Donc c'était vraiment une super chouette expérience. Donc ça, c'est à peu près le nombre de plans que j'ai dû faire sur 7 mois, donc ça fait pas énorme, ça fait peut-être 2 minutes d'animation. Et encore une fois, un film, on est tellement à travailler dessus. Mais c'était une super expérience. On avait un seul personnage à animer. C'était vraiment, vraiment super chouette.
Donc voilà, ça c'était le type de projet que je... Ah, ça se trobe un peu. J'ai dû faire... Et là, je passe plus sur, donc là, sur le travail du corps. Donc, j'en reviens à la thématique et le fil rouge de cette conférence, qui est le body language. Et du coup, mon travail depuis quelques années, c'est de faire de la performance animation, c'est-à-dire que on travaille d'une source de motion capture et on doit retranscrire ça de façon à ce que ça devienne cohérent et logique dans l'environnement, c'est-à-dire là, sur la planète des singes, on avait directement des décors, c'est-à-dire que uniquement les personnages sont en 3D et intégrés dans un décor, mais sur Avatar, des fois, la plupart des décors sont en CG, en virtuel, en 3D. Et donc, ça, je vais peut-être pour le son. Du coup, voilà, dès qu'on a une performance d'un acteur, parce que pour la planète des singes, ils n'ont pas fait appel à des singes pour faire, quand le singe se déplaçait, on faisait appel à des humains qui étudiaient en amont comment bougeaient les singes. Et du coup, le travail était hyper intéressant parce qu'on avait des vrais spécialistes qui ont étudié la question de comment un singe pouvait se mouvoir et mélanger ça à quelque chose d'humain. Donc on a des personnes comme Terry Notary qui travaillait avant au Cirque du Soleil et qui était vraiment le spécialiste des primates, qui a chorégraphié la plupart des performances d'acting pour ces films, soit La Planète des Singes ou Kingdom of the Planet of the Apes ou Dawn of the Planet of the Apes, qui sont deux projets sur lesquels j'ai eu la chance de travailler. Là, par exemple, voilà, il a fallu, dès qu'il marche sur les rondins de bois, voilà, qu'il glisse un petit peu. Donc, ça demande un travail. Là, pareil, bien sûr, les proportions ne sont pas les bonnes, donc il faut tout refaire à la main. Il y a certains plans qui prennent beaucoup plus de temps. Là, c'est un travail que j'ai fait sur Umbrella Academy avec le personnage de Pogo, où il a fallu refaire tout le travail de détail, de contact, de posing et de réadaptation. Donc ça, c'est voilà, le genre de plan sur lesquels j'ai travaillé. Quand il tient le verre, quand il se lève. Et sur Avatar, du coup, c'est voilà, le but du métier de... donc on appelle ça performance animateur ou motion editor, c'est-à-dire qu'on fait du montage d'acting et donc pour le rendre cohérent. Par exemple, quand il porte un enfant, les proportions font que derrière, il faut absolument qu'on retravaille ça. Quand les personnages marchent ou nagent, il faut qu'on réadapte parce que bien sûr les acteurs n'ont pas de queue comme l'ont les navis ou les métainas. Donc notre métier consiste vraiment à donner de la cohérence et de retraduire la performance de l'acteur. Donc ça c'est 100% 3D, il n'y a aucun élément qui est réel. Et du coup j'ai travaillé 4 ans au total sur Avatar. Et là je ne faisais pas partie de l'équipe de facial. C'est-à-dire que je m'occupais uniquement des corps des personnages. Donc voilà, ça fait partie des quelques plans que j'ai dû faire. Ça, voilà, des zones de contact comme ça, avec les 3 mains qui se touchent, c'était des plans assez intéressants à travailler dessus, où on a dû réadapter. Encore une fois, quand ils nagent avec les queues, s'inspirer d'animaux de temps en temps, des alligators, ce genre de choses. Donc voilà, ça c'est le genre de plan sur lesquels j'ai eu la chance de participer. Sur le dernier, j'ai eu la chance de travailler sur 137 plans, donc c'était vraiment... de plus en plus, on a des outils qui nous permettent de travailler rapidement. Et puis, c'est vrai qu'on a des personnes extrêmement compétentes à Weta. Et là, la dernière prod, c'était un vrai plaisir à travailler dessus. Ouais. Donc, en parallèle... c'est pareil, c'est parce que quand on travaille dans des gros studios comme ça, on a tendance à travailler toujours au service des autres. Et ça peut être aussi frustrant par rapport à notre propre créativité, par rapport à nos propres objectifs. Donc personnellement, moi, j'essaie toujours de cumuler ma vie professionnelle qui est au service des autres. Parce que être professionnel, c'est souvent, à moins d'être réalisateur, mais travailler au service d'une vision qui n'est pas la vôtre. Et il faut savoir s'adapter. C'est pas évident tous les jours, mais c'est vrai que quand on est dans un cadre avec une équipe
non toxique, encore une fois, je reviens sur ça parce que c'est vraiment capital. Il faut malgré tout travailler au service d'une vision de quelqu'un et s'accorder tous ensemble pour respecter cette vision. Et c'est vrai que moi, en dehors de ma vie familiale, j'avais aussi besoin, d'un point de vue créatif et d'un point de vue personnel, de développer des choses et de me fixer des propres challenges, des challenges personnels. Donc, un jour, je me suis lancé dans une formation en à côté, donc ça, c'était il y a 2 ans, où je me suis dit, bah voilà, même si j'ai travaillé sur la planète des singes, où j'ai fait des plans 100% keyframe, j'avais envie de me fixer un défi, de me dire, voilà, je vais faire mon propre plan de la planète des singes. Donc c'était aussi un travail d'analyse. Donc là, je reviens encore une fois sur les formations. Il n'y a pas de secret, c'est-à-dire que peu importe le médium que vous avez utilisé, ça requiert toujours un œil qui est entraîné par ce qu'on observe, par ce qu'on comprend du monde, et le dessin ou d'autres, même la photographie ou l'analyse filmique, je veux dire, ça permet de toujours être à la recherche de ce qui va être unique. En fait, l'animation, souvent, on se dit, pour que ça ait vraiment du sens, c'est trouver ces petites imperfections qui va faire que bah, ça semble réel. Parce que souvent, le réel n'est pas parfait. Et du coup, quand on est animateur, on va vraiment rechercher les petits trucs qui vont faire que bah, ça va être unique. Donc là, pour cet exercice-là, je travaillais en plus le soir de travailler à Weta. J'ai travaillé sur cet exercice, donc j'ai trouvé une référence qui me plaisait. Et puis à un moment, voilà, donc c'est vraiment une étude, hop, il passe hors champ, et j'essaie de reconstruire comme un travail d'inspecteur, à savoir, voilà, qu'est-ce qui s'est passé en termes de posing, et du coup, je vais vous le remontrer. Mais voilà, c'est vraiment, je m'appuie sur des références souvent pour avoir un pied ancré dans la réalité, et après, pour retranscrire ça, c'est beaucoup de travail d'analyse, quoi. Donc ça peut paraître un peu du copier-coller, mais ça ne l'est pas du tout. C'est-à-dire vraiment rentrer dans un personnage, c'est une phase qui demande beaucoup de temps, beaucoup de compréhension, d'études anatomiques. Et donc là, c'est vu du dessus. Il faut que ça marche vraiment dans un espace 3D, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Tout ce qu'on va faire, le moindre détail, va être vu sur un grand écran. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'à chaque fois, je travaille avec des références. Je m'en détache, je travaille dessus pour voir si vraiment ça reste cohérent. Et donc là, c'est une des étapes finales du coup. Et pareil, j'ai essayé de reconstruire. Donc je regardais le décor. Donc j'ai travaillé avec un des superviseurs sur c'était un exercice, voilà, que j'ai fait avec un des superviseurs de Framestore. Et c'était une expérience vraiment incroyable. Et ça, c'est le rendu final sans poil qui revient à justement le film que j'avais fait longtemps avant avec Laurent Moutan, qui n'avait pas de poils au final. Mais voilà, ça ressemble à ça. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai toujours essayé. J'ai jamais réussi à ne pas faire quelque chose à côté. Je pense que on a un métier qui demande tellement une étude tout au long de notre vie. J'ai regardé la conférence que vous avez eu la chance sûrement de voir l'année dernière de Glenn Keane, où quand on l'entend parler, on a l'impression, et puis c'était pareil avec les vieux sages de Disney, c'est vrai qu'on se dit, waouh, c'est des gens qui arrivent à un âge où ils ont une telle expérience, mais ils sont toujours à la recherche de choses nouvelles. Et on a vraiment la chance de faire un métier où on se sent humble, et on a la chance de pouvoir apprendre tout au long de notre vie, et c'est inépuisable. C'est-à-dire que tout peut être animé, tout peut être déformé. Je veux dire, on a des possibilités infinies. C'est pour ça, encore une fois, pour revenir à l'AI, moi personnellement, ça ne me fait pas peur parce qu'il n'y a pas de sens derrière. Je veux dire, soit voler des images des autres pour en refaire, il n'y a pas de sens. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait dans le cinéma, et c'est pour ça que j'en reviens aux phrases que j'ai faites, c'est que au final, on va avoir quelque chose sur un écran et qui va rester dans l'histoire. N'hésitez pas à y aller ainsi. Mais ça va être... il faut qu'il y ait du sens derrière avec une vraie histoire. Parce que s'il n'y a pas d'histoire, s'il n'y a pas de sens, s'il n'y a pas d'émotion, ça ne sert à rien. Et on se rend compte que l'homme, en général, il a besoin de ça pour croire, continuer, et puis voilà, qu'on fasse des choses avec du sens et qui procurent des émotions. Maintenant, je vais juste finir sur une anecdote. Donc, ma conférence va être finie juste après ça. Une anecdote assez marrante qui m'est arrivée, et pareil, qui m'a fait me poser des questions sur
sur tout ça, en fait. C'est que, ayant grandi en France avec des... c'est pas être chauvin, mais je me rends compte que quand on voit Georges Méliès, qui est le père des effets spéciaux, quand on dit on a grandi dans un pays où il y a eu Jules Verne, où il y a eu Molière, où il y a eu tout ça, et puis après, voilà, plein de gens vraiment magiques et qui ont apporté vraiment quelque chose de fantastique dans l'art. J'ai eu la chance, il y a quelques années, avec Franck, on allait tous les ans au Festival d'Annecy ensemble, en écoutant les Beatles dans la voiture. On a des sacrés souvenirs avec ça. Et un jour, on a eu la chance d'avoir Moebius qui était en dédicace. Donc Moebius, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est vraiment un des plus grands dessinateurs de la bande dessinée, mais aussi il a participé à des films comme Alien, où il a fait des recherches pour le personnage d'Alien basé sur, bien sûr, l'univers de Giger. Mais peu de personnes le savent, il a travaillé dessus. Et puis, il a fait des films comme Les Maîtres du Temps, qui est un film qui, pour moi, qui est de 1984, qui a aussi nourri mon enfance. C'est-à-dire que j'ai grandi avec des films hollywoodiens, mais aussi des films qui ont bercé mon enfance. C'était des films français comme les films de René Laloux, donc Les Maîtres du Temps ou Le Roi et l'Oiseau de Paul Grimaud, qui ont vraiment bercé mon enfance et qui a d'ailleurs été des maîtres justement de l'animation française qui ont inspiré les plus grands. Il y a eu toute une conférence sur justement Paul Grimaud, qui était celui qui a inspiré Miyazaki, rien que lui, et qui Miyazaki copiait à la main sur son écran, parce qu'il avait une copie du Roi et l'Oiseau pour Takahata, mais je crois que Miyazaki aussi a été extrêmement influencé. Parce que, C'est Miyazaki qui a fait la copie du roi, ouais. en fait, qui passe en arrière comme ça. Et Takahata a travaillé principalement sur de la copie de décors, de layout et de ce genre de choses. Ouais. Donc, faut pas inverser la Ouais, parce que vapeur, la mon Monnaie cher de ami. Paris, en fait, je sais pas si tu étais venu avec moi, mais il y avait une exposition, c'était Moebius Oui, c'est ça. Miyazaki. Ouais. Et il y avait des interviews de Miyazaki qui justement expliquait qu'il avait vraiment appris l'animation vraiment en calquant typiquement sur son écran des scènes du Roi et l'Oiseau. Et tu entre rappelles, autres ceux qui ont fait ces conférences-là, il y avait Lionel Charpy, qui était un des chefs d'éco en fait, du Roi et l'Oiseau, qui a Ouais. bossé dessus, qui était le président de l'AFCA pendant très très longtemps, qui nous avait rencontrés, qui était venu à l'école plusieurs fois parler de son travail. Et Christophe Serrand aussi, qui avait travaillé dessus, Ouais. qui a plus tardivement Ouais. travaillé chez DreamWorks, Parce que tu que as le cité film tout a à mis l'heure. des années à être fini. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais bien sûr, Takahata, je pense que c'est ils se sont inspirés de ce grand maître. Mais voilà, tout ça pour revenir sur Moebius, où vraiment au fur et à mesure, même moi qui a bercé mon enfance et qui m'a beaucoup inspiré. Et un jour, j'ai eu la chance du coup de lui demander une dédicace. Et juste avant, personne ne lui demandait rien de précis, c'est-à-dire qu'il laissait vraiment son trait partir et il faisait vraiment des illustrations et des dédicaces qui étaient incroyables, quoi. Et moi, j'ai voulu aller vers lui parce que Les Maîtres du Temps était un film qui m'a vachement inspiré. Et du coup, je lui ai dit, est-ce que c'est possible d'avoir ce petit personnage c'était Yula et Jade, je ne sais plus comment on le prononce, et qui étaient les deux petits gnomes des Maîtres du Temps. Et j'ai senti que je l'ai perturbé parce qu'il était tellement dans une phase justement à faire des choses où personne l'embêtait. Et moi, j'ai été un peu le titiller, je m'en suis voulu après. Mais du coup, quand je l'ai perturbé, il a fait ce dessin et puis il m'a dit, je suis désolé, je l'ai raté. Et à la fois, on se dit, des fois, l'animation ou le dessin, c'est ça, c'est que, bien sûr, on a des challenges dans la vie, et puis d'autres personnes qui viennent nous mettre des défis. Mais en fait, ça me fait vachement réfléchir suite à ça, en me disant, voilà, ce qui est important, c'est vraiment de se laisser porter, je veux dire, et trouver sa propre voie, même avec des défis quel qu'il soit. Je veux dire, je vois, j'ai commencé ici vraiment avec des vraies bases, et je vois à travers 20 ans d'expérience ce que j'ai eu la chance de parcourir. C'était vraiment magique. Donc, je vous remercierai jamais autant de m'avoir vraiment fait confiance au début. Et donc voilà, c'était juste pour finir sur tout ça. Et donc 20 ans de carrière grâce à l'école, quoi. Donc merci pour tout. Alors, on va passer aux questions, mais moi, je voulais te poser une première question. En fait, pour toi,
l'importance du dessin d'observation, de la création graphique, de la création d'illustrations, de la création peut-être de BD, en fait, de créer des univers dessinés est toujours aussi présente dans ta vie, je le sais, en fait, de créer des projets, de réaliser des projets. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à leur donner à eux qui commencent leur carrière? Ils ont une passion débordante, ils ont envie de se mettre à créer, à raconter des histoires. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil là-dessus? Non, mais c'est vrai que, encore une fois, donc j'en reviens aux formations, c'est-à-dire que même de continuer ma carrière à l'extérieur de la France, on se rend compte à quel point les écoles vont vous permettre d'avoir un apprentissage et d'avoir des fondations sur un dessin académique, sur une observation, sur de la sculpture et tout ça, et qui sont essentiels dans votre carrière et qui vont vraiment faire la différence. On voit de toute façon dans le métier ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir ce parcours-là. Et c'est vrai que moi, je me rends compte, c'est vraiment comme apprendre le vélo, même si moi, je dessine pas énormément. Et je pense que je fais aussi pas mal de complexes d'infériorité par rapport à tellement de talents. Vous en avez des professeurs qui sont là, qui ont un talent incroyable. Et c'est vrai qu'on se sent tout petit à côté de ça. Mais malgré tout, ce que je veux dire, c'est que moi, personnellement, je me rends compte que si j'ai vraiment envie d'avancer dans ce métier et continuer et d'avoir toujours la même passion, j'ai besoin de créer à côté et de revenir des fois à des basiques, à refaire du dessin, à refaire de la photographie, à me poser des questions sur le monde, à analyser, à essayer de le comprendre, travailler. Voilà l'importance du cadrage, l'importance de la lumière, l'importance du posing, l'importance du timing. Mais la totalité de tout ça, en fait. Ouais, Jamais qu'un petit bout, quoi. Ça. J'ai 2 enfants qui ont fait de la danse. Maintenant, mon fils, il a presque 17 ans, mais il fait de la danse depuis 4 ans. Ce qu'il a appris, et ma fille fait de la danse depuis 5 ans, elle a 15 ans. Depuis 4 ans aussi, elle a 15 ans, l'âge de 4 ans. Et en fait, ce qui est assez dingue quand je les observe, c'est que même à travers la danse, ce qu'ils ont réussi à apprendre à travers cet outil qui est leur propre corps, à s'exprimer, c'est-à-dire faire des battles de hip-hop, de freestyle, ou faire des chorégraphies, parce qu'ils ont eu la chance de partir faire des chorégraphies de hip-hop à World of Dance ou à HHI à Phoenix en Arizona. Et c'est vrai que quand je les vois justement s'exprimer à travers leur corps, comme ça pourrait être à travers le dessin ou la sculpture ou la photographie, c'est vrai que je me dis, voilà, c'est capital. Encore une fois, une heure où l'AI prend de plus en plus de place, mais je ne trouve pas d'une belle façon. J'espère que l'AI permettra uniquement de faire gagner du temps pour des choses qui sont peut-être pas importantes. Mais encore une fois, on en revient à ce qui est essentiel, c'est l'analyse du monde qui nous entoure pour créer des histoires, pour créer des univers. Et il n'y a pas de secret, en fait. Il y a zéro secret. Je veux dire, si on ne passe pas par ça, on ne peut pas comprendre comment après créer ses propres univers. Notre but ici, il est de créer des histoires, créer des univers, créer des films. Et il n'y a pas de secret. Il faut qu'on s'inspire de la réalité pour s'en appuyer et créer des univers qui vont être complètement, des fois, détachés de la réalité ou attachés à la réalité. Ça m'a fait beaucoup rire tout à l'heure quand tu as cité Moebius et l'aventure avec Moebius. Tu avais juste un élève de Moebius qui était là, qui était Daniel Cacco. Là. Vrai. Et il me regarde, il me fait putain, il l'a connu, vous l'avez rencontré. Non, ouais. Mais avec tellement d'humilité. Et ça a été son maître en fait. Ouais. Daniel. En fait, et en fait, il ne parlait exclusivement que de ses carnets de croquis qu'il avait dans la poche. En fait, quand tu commences à lui parler d'art, il me dit mais moi en fait j'ai besoin de créer, j'ai besoin de reproduire le vivant, de me nourrir et de baigner et de prendre le temps et de respirer et tout ça. Tout ce qu'on nous propose aujourd'hui, c'est l'inverse de ça en fait. C'est accélérer, aller plus vite, prompter. Voilà. Ouais. C'est l'inverse. Donc en fait, nous, notre rébellion, notre envie de faire tout ce qu'on fait là, ce que je vous propose de faire pendant votre scolarité, c'est de redonner le pouvoir de créer. Donc le moindre petit cours qu'il y a à gauche à droite, que ce soit un cours de modelage, que ce soit un cours de dessin, que ce soit une conférence de Vincent, que ce soit aller apprendre à construire avec une caméra dans les mains, à lire, voilà. Tout ça, ça va vous servir, mais toute votre vie, parce que c'est des fondamentaux à vous bouffer du film en analyse. C'est extrêmement important. Extrêmement important. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de regarder la conférence de Glen Keane. Enfin, déjà se dire, ouais, il y a Glen Keane qui est passé à faire une conférence avec tout ce qu'il a pu. Et il revient cette année. Ouais, non, enfin, c'est vrai que sur un autre sujet. Encore une fois, on se sent vraiment tout petit. Mais c'est vrai quand il avait tendance à schématiser son parcours en escalier comme ça, on se rend compte qu'il n'y a pas de secret. Je veux dire, la vie,
c'est gravir une marche et après avoir ce moment de respiration qui nous permet de prendre le temps. Je veux dire, prendre le temps, c'est pas une perte de temps, c'est tout l'inverse. Je veux dire, prendre le temps d'observer, prendre le temps de comprendre, prendre le temps de se poser des questions sur soi-même, sur le monde qui nous entoure, ça nous fait véritablement grandir et ça donne du sens aux choses. Quand on va créer, quand on va se réaliser, si on a la chance de se réaliser, comme on a le temps de le faire dans une formation. Et moi, je me rappelle avoir intégré l'école, ils nous ont dit, voilà, peut-être que dans votre vie, vous allez faire un seul film, et ça sera pendant le temps de ça. Profitez, faites-le, et après, vous allez avoir un parcours, peut-être que vous n'aurez pas la chance de refaire ça, peut-être que vous allez vous aller vers une autre direction, mais tout ce que vous avez fait, je suis sûr que ça servira. Moi, ça me sert tous les jours, quoi. Donc, Les visites du Père Lachaise avec Jean-François Dufay. voilà, entre autres. La stature du 19e. Ouais. Est-ce Non, qu'il y a mais des questions il y a des à poser à Vincent Oui, alors. Bonjour Vincent. Ouais. J'ai deux petites questions techniques. Sur le plan de singe que tu as montré à la fin, je ne l'avais pas vu sur un petit écran quand je l'avais regardé depuis chez moi. J'ai vu qu'il y avait pas mal de petits jiggles musculaires. C'est des trucs que tu as fait à la main ou c'est des... Ouais, parce qu'en fait, justement, le rig qu'on avait, mais après, ça, c'est vrai que c'est des détails, mais... Et puis à la fin, en plus, il est assez présent, je trouve qu'il a été trop fait, mais bon, après, on ne va pas revenir sur ça. Mais c'est vrai que c'est pareil, c'est-à-dire que se poser les questions, on ne voit pas à travers les poils, voilà, comment un muscle se contracte et tout ça, et c'était juste un exercice d'observation, et là, c'est vrai que j'avais un contrôle pour animer les muscles, et on avait des choses pour durcir les muscles ou pas, les détendre, et ça, ouais, je l'ai animé pour le coup, pour ça. Ok. Et autre petite question, c'est sur le... Tu disais tout à l'heure qu'il y avait une équipe qui était spécialisée, enfin qui travaillait principalement sur le body, une équipe qui travaillait plutôt sur le facial. Ouais. Ça se passe comment le dialogue entre les deux équipes? D'abord, comment dire, même si tu bosses sur le body, tu as quand même le résultat de la mocap brute sur le facial quand tu bosses le body. Mais après, donc c'est pareil, je pense qu'il y a plein de codes. Une boîte, je pense que Weta est assez particulier dans ça. Moi, je me sens un peu frustré quand je fais ça, parce que justement, ça devrait être associé. Malgré tout, ils ont une méthodologie qui a porté ses fruits à travers les années. Ils ont toujours travaillé comme ça. Et je pense qu'ils excellent dans le domaine justement de la performance animation. Ça a commencé avec Gollum et tout ça. Mais justement, c'est assez intéressant parce qu'on se rend compte que rien que l'orientation de la tête va donner énormément d'importance ou après là où le regard va se poser. Et du coup, nous, au moment où on va retranscrire l'animation de la performance et qu'on va le mettre dans un environnement 3D, on se rend compte à quel point l'orientation de la tête va être déterminante pour le travail qui va nous suivre, qui va être le travail d'animation faciale. Et du coup, bon, j'ai fait aussi des prods où je faisais les deux. Mais on se rend compte que voilà, dès qu'on va placer notre personnage, on se fixe toujours la target. Donc même si on met quelque chose, un cylindre qui va déterminer là où le personnage va regarder, parce qu'en fonction de ta tête, là, si je vais regarder Franck, je peux le regarder du coin de l'œil. Ça peut être un choix justement dans l'animation, c'est-à-dire que je vais me dire, oh, il est juste à côté de moi, donc je le regarde juste avec mes yeux. Mais souvent, quand on fait, justement, quand on a accès aux vidéos, justement, avec tous les acteurs, où ils sont dans une correspondance réelle d'interaction, et que nous, on le retranscrit dans la 3D, où justement, il va falloir trouver les distances entre les personnages, on se rend compte qu'en mettant juste un cylindre, très simple, pour montrer là où la tête va s'orienter, au niveau du nez, ça va déjà nous aider à poser correctement le visage. Et ensuite, ceux qui vont faire l'animation du visage vont rajouter tout ce détail, rajouter l'animation des yeux, et dès qu'il y a besoin de réadapter un tout petit peu l'angle de la tête, soit ils le font, soit ils nous le redemandent, et on a juste un dernier échange de peaufinage. En fait. Mais très souvent, rien qu'à l'étape de l'animation, encore une fois, ça c'est vraiment des lois du corps. Si on se rend compte quand on a tendance à avoir la tête qui guide, que ce soit une conversation qui va avoir lieu ou alors une émotion, on se rend compte que l'orientation de la tête est vraiment hyper importante. Et ça, normalement, avec tout le travail des acteurs en amont, on sait à peu près, et puis c'est notre métier, savoir où positionner la tête, quoi. Ok, merci beaucoup. Oui.
Bonsoir, merci pour la conférence. De rien. Moi, j'avais une question plutôt sur le plan santé mentale. J'ai entendu dans Ça tes va très paroles. mal. Non, pardon. J'ai entendu dans tes mots Ouais. le 75 heures par semaine. Ça, c'était au début, ouais. Ouais. C'était fou. Est-ce que c'est quelque chose qui a continué? Ouais. Et surtout, est-ce que du coup, dans ces moments-là, tu n'as pas eu des moments de craquage ou de burn-out? Et si oui, qu'est-ce qui t'a permis de t'en sortir? Et sinon, qu'est-ce qui t'a permis justement d'éviter cette situation d'être à limite Ouais. que parfois la fatigue et la passion peuvent nous amener? Ouais, merci beaucoup pour ta question, parce que c'est une question vraiment auquel je suis extrêmement attaché. La santé mentale, je pense que c'est un sujet qui est capital, parce qu'il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, on travaille très souvent en équipe avec des gens qui ont des façons de voir les choses différentes, des méthodologies différentes, ce genre de choses. Des fois, c'est compliqué parce qu'on va avoir même des superviseurs qui vont nous diriger d'une façon qui va peut-être pas forcément nous parler, qui va pas être la façon dont on veut qu'on nous parle. Encore une fois, on fait un métier. Je dis pas qu'on est tous réunis et qu'on a tous cet attribut qui est la sensibilité, mais je considère que quand on est artiste, en tout cas, on a une sensibilité par rapport au monde qui nous entoure, qui est hyper importante à préserver. Et surtout après plusieurs années dans le métier, je pense qu'il faut tout faire pour préserver ça, parce que sinon on ne tient pas. Je veux dire, il n'y a pas de secret. Même au début, c'est pas avec les années, mais au fur et à mesure, on se rend compte que la santé mentale va faire qu'on va toujours trouver le goût et le sens à faire tout ça. Et moi, j'apporte une importance vraiment capitale à comment on me parle et comment je vais parler. Et je pense que tout le monde devrait toujours se remettre en question par rapport à ça, parce que être animateur, artiste ou ce genre de choses, c'est pas un traitement de faveur. Je pense que ça s'applique à tous les métiers. Mais je trouve que c'est hyper important toujours de se remettre en question, à se poser les questions, à savoir, voilà, qu'est-ce qui va faire que je vais me sentir bien quand je vais commencer ma journée et finir la journée en me disant, voilà, je me sens aussi bien. Et moi, ça m'est arrivé d'avoir justement des superviseurs qui avaient une façon toxique de me dire les choses, de me faire sentir mal à l'aise, de me faire sentir vraiment, de me faire douter de moi-même. Et dans des phases comme ça, on se retrouve vraiment seul à tout remettre en question, à tout se dire, voilà, quel sens de faire ça, pourquoi je travaille pour ces gens-là, tu vois, il n'y a aucun sens, quoi. Et j'ai encore des mois devant moi qui vont faire que ça va être une lutte perpétuelle de travailler avec ces gens qui me font du mal et qui sont toxiques dans ma façon, dans mon approche de travailler. Et c'est pour cela, je pense que c'est... Et des fois, c'est difficile d'en parler, mais je pense que moi, tout ce que j'ai toujours recherché, c'est avant tout de travailler avec des gens qui me permettaient d'avancer. Et je pense qu'il faut croire aux gens qui sont autour de nous, en ayant l'intelligence de se dire, voilà, ça sera qu'ensemble qu'on arrivera à faire des choses et dans des bonnes conditions. Et après, trouver les gens quand on est vraiment mal, et j'en ai eu plein des moments comme ça, qui vont nous permettre, que ça soit même à l'extérieur, qui vont nous permettre de trouver, voilà, comment se protéger dans un monde où de temps en temps on a des personnes, c'est pas forcément qui sont toxiques pour faire du mal, mais des fois il y a des gens qui vont réagir d'une façon qui vont nous déstabiliser. Et moi personnellement, quand je suis déstabilisé, j'arrive plus à travailler. Et je pense que c'est la plupart d'entre vous, c'est le cas. Et encore une fois, je reviens sur Franck. Franck, dès le début, j'avais l'impression d'être dans une école où peu importe le prestige, parce qu'en plus, à l'époque, il n'y avait même rien qui sortait, c'était les premières promotions. Mais quand j'ai senti la philosophie, où je me suis dit, waouh, il prend des gens qui n'ont pas leur bac et qui ont été refusés, qui ne pouvaient même pas faire n'importe quel concours d'entrée pour les beaux-arts, pour les gobelins et tout ça parce qu'ils n'avaient pas leur bac, mais ça voulait dire quoi? Ils sont plus cons que vous, ça voulait rien dire. Et Franck, lui, ce qu'il voulait, et je pense qu'il est toujours comme ça, c'est trouver des individus qui ont des choses à raconter. Il estime qu'il y a quelque chose, voilà, à prendre d'eux, et il croyait en nous. Et moi, depuis que je le connais, ouais, encore aujourd'hui, je repense tout le temps à lui, quoi. Et je me dis, ça a été l'un des premiers, j'en ai eu d'autres, mais qui croyait en moi, qui m'a jamais jugé pour mes échecs ou des choses que je faisais moins bien. Et ça a été capital dans ma construction. Et je pense que quand on travaille, vous allez malheureusement, et je pense que je vais aussi moi en rencontrer,
Mais on travaille avec des gens qui ont des fois la façon de dire les choses, de vous superviser, ou même d'être à votre hauteur, ou même en dessous, qui vont vous déstabiliser. Et je pense qu'il faut vraiment travailler sa santé mentale pour trouver sa propre voie à travers un groupe, et puis sa propre identité, parce que l'identité, on est tous différents, on a tous un parcours de vie différent, mais c'est ce qui va te donner ce petit truc en plus. Et moi, je sais que ça, encore une fois, aujourd'hui, je pense que c'est ce qu'on doit déceler chez chacun d'entre nous, parce que c'est ce qui donne du sens à ce métier, quoi. C'est l'identité, la sensibilité et l'émotion qu'on va retranscrire, que ce soit dans du dessin, de la sculpture ou n'importe quoi, qui va faire la différence à la fin. Ouais. Désolé, j'étais un peu long, mais c'est vrai que c'est tellement capital. Je pense qu'il a répondu à ta question. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, on a la chance d'avoir aussi, j'attendais quand même une question d'un futur conférencier de jeudi prochain, Benjamin Wislow, qui est parmi nous, qui est animateur. Oui, avec les élèves, c'est pas mal aussi. Merci pour ta question encore. Bonjour, déjà merci. Merci. Ça serait pour savoir comment le travail d'animateur se greffe au travail d'acteur et à quel niveau tu vas avoir un impact sur le mouvement, si c'est juste un travail d'adaptation sur un modèle 3D ou s'il y a quand même un changement sur le jeu d'acteur ou sur des choses comme ça. Merci encore pour ta question, c'est hyper important. En fait, en plus, être animateur, comme je vous disais, moi j'ai la chance d'avoir des enfants qui arrivent à manager leur corps pour s'exprimer. Moi, en tant qu'animateur, je pense que j'ai des... je pense que ça doit être lié aussi une forme de peur, où j'ai besoin de me cacher derrière une marionnette. Donc être animateur, avant tout la définition, c'est s'exprimer à travers quelque chose qui n'est pas vous. Et du coup, c'est hyper intéressant d'avoir cette projection de soi-même où on rentre dans une marionnette, qu'elle soit 3D, qu'elle soit en 2D, qu'elle soit en stop motion. On va mettre un peu de nous à l'intérieur. Et du coup, ça passe par, bien sûr, un travail d'analyse, de recherche, dans sa chambre, à essayer de trouver des choses, ou alors sur Avatar, où on a accès à des acteurs qui ont vraiment pour métier d'avoir tous les codes pour jouer, justement, et pour retranscrire des émotions. Quand tu es animateur, tu n'es pas véritablement acteur. Et au contraire, moi, j'ai tendance à me cacher derrière un écran et à jouer avec mes souris et à diluer le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce travail de l'instant. On a malgré tout un travail de recherche et d'étude qui nous soulage. Moi, je sais que si j'étais mis devant la lumière, faire du théâtre ou faire comme mes enfants, du freestyle et du battle, où là, justement, quand la musique elle arrive, tu dois tout de suite analyser le tempo et sur le coup, tu dois essayer d'être créatif à travers ton corps. À chaque fois que je regarde mes enfants, je me dis, oh la vache, quoi, l'avance qu'ils ont sur moi et ça me projette dans tout ce que j'arrive pas à faire. Mais justement, ce qui me plaît aussi dans le travail d'animation, et c'est pour ça qu'ils ne deviendront pas animateurs parce que c'est pas ce qui leur parle. Mais moi, ce qui me parle à travers l'animation, c'est que j'ai quand même le temps de pouvoir essayer de savoir ce que j'ai envie de faire et, à travers l'animation et essayer de m'appuyer sur des choses qui vont me rassurer avant de faire de l'animation, quoi. Donc le lien avec le travail d'acteur, c'est-à-dire avec les acteurs qu'on travaille, ou l'acteur qui est au fond de nous et qui n'arrive pas à s'exprimer avec son corps, mais avec le dessin ou avec une souris derrière un ordinateur, justement, il est hyper intéressant parce que on joue avec tous ces codes-là, parce que c'est, encore une fois, pour revenir sur le body language, le travail du langage du corps, il est universel. Quand on va faire un acting, de toute façon, on voit quand ça ne marche pas, on voit quand un posing va donner une émotion directe. Et donc, moi, mon rapport avec les acteurs, c'est du genre de me dire, je me cache derrière, et du coup, j'ai ma liberté de pouvoir m'exprimer comme on veut. Il y a des animateurs qui vont pas avoir besoin de s'appuyer sur des acteurs ou des performances, même d'eux-mêmes, qui vont tout de suite comprendre le volume et se lancer directement avec leur propre dessin et tout ça. Moi, je sais que personnellement, si tu me poses la question, j'ai besoin toujours de m'appuyer de quelque chose de réel, où psychologiquement, je me dis, OK, j'ai une référence, je vois comment ça marche, je vois d'un point de vue gravité,
je me pose les questions, voilà, qu'est-ce qui va faire que mon animation, on va y croire, elle va avoir du poids, elle va avoir une réalité, et c'est en cela où je m'appuie tout le temps sur une référence, quelle qu'elle soit. Et donc voilà, c'est mon rapport avec le jeu d'acteur, on va dire. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais... Si, moi, tiens, Bonjour. c'est fort. C'est le rapport tu sais, du temps de satisfaction quand tu fais le temps que ça prend à faire un long plan d'animation. Des fois, c'est vrai que c'est très très long. Ouais. Moi, je sais que par exemple, que quand je travaillais sur des plans qui me prenaient des fois plusieurs mois, j'aimais bien avoir un truc sur le côté qui me donnait une satisfaction, genre la musique. Moi, c'était Ouais. la musique. Et du coup, est-ce que toi, tu avais des exutoires de ce genre-là? Alors après, c'est compliqué avec le rapport avec l'animation, surtout l'animation quand on va faire du lip sync et tout ça. Et ça dépend les gens, le niveau de concentration. Moi, quand je fais de l'animation avec des lip sync ou ce genre de choses, malheureusement, j'ai du mal à être... je suis facilement déconcentré et donc j'ai du mal à mettre des choses à côté. Mais en règle générale, c'est vrai que moi, ce qui me fait tout le temps transporter, qui me met dans un espèce d'état d'esprit où je me dis, allez, vas-y, c'est parti, ça va me challenger. C'est vrai que c'est les Beatles, c'est uniquement les Beatles. Non, mais c'est vrai que ça peut être la musique et de temps en temps regarder même des podcasts en parallèle et d'avoir le rapport, d'avoir des gens autour de moi, parce que je travaille là depuis 5 ans en 100% remote. Même Je voulais dire faire de la musique. moi, En dehors. faire de la musique. Non, Ah oui, oui. moi je disais moi, Ah oui, c'était. d'accord. C'est pas pendant le truc, Ah oui, parce oui, que ça, d'accord. moi je Tu veux l'écoute dire en à côté quand je bosse, j'écoute des bruits de forêt, quoi. Ouais. J'aime bien justement. Ouais. C'est pas. Non, c'est après, c'est le côté justement jouer de la musique. Je trouve qu'il y a un truc instantané, une sorte de boost instantané parce que le travail de l'animation. Ah, voilà, pardon, je me suis. Ouais. Oui, parce que je trouve que quand tu fais un long travail, des fois, c'est vrai que c'est des fois, quand tu es au milieu, tu vois plus, parce que tu es dans une sorte de transe où tu bosses. Et tu vois, voilà, et tu deviens lumineux, c'est génial. Mais il y a un moment, c'est vrai que quand tu vois le résultat final et que tu vois tout le monde applaudit dans la salle, tu es content, ça donne cette espèce de satisfaction, puis hop, tu redémarres sur un autre plan. Et je trouve que justement, ça fait du bien d'avoir. Alors, il y en a, justement, ils font un dessin à l'extérieur, il y en a, ils font, je sais pas, du sport, des trucs athlétiques ou quoi. Et donc, justement, j'avais un groupe de musique et c'était joué devant du public et tout ça. Pouah, ça ramenait un truc vivant, instantané, parce que moi, j'en avais besoin, justement, ce que je disais en exutoire, hein, par rapport à un long travail qui demandait une satisfaction dans c'est tout. Il veut plus. Mais que je trouve que ça faisait du bien, quoi. Et donc, toi, est-ce que tu avais un truc à côté pour balancer un petit peu, quoi? Moi, ce que je vais avoir personnellement, c'est pas de recette de cuisine, mais pour revenir à ça, je pense que c'est indispensable que chacun puisse trouver ça, peu importe la façon. Moi, par exemple, ça peut être très bien, je vais voir un film par semaine. Quand je me retrouve dans une salle de cinéma, c'est vrai que justement, je déconnecte complètement, même si je continue de travailler. Je pense que même quand je vois un film aujourd'hui, je peux pas m'empêcher de me travailler, mais j'arrive à avoir un moment où je me déconnecte, et justement où ça me fait du bien. Le fait d'avoir des enfants, je pense que ça te force à te déconnecter automatiquement. Mais bien sûr, la musique, que ce soit en faire, l'écouter ou faire du sport à côté, je pense que c'est indissociable du métier qu'on fait. Je veux dire, s'il y a un moment, on ne prend pas du recul, on revient à la santé mentale, je pense qu'on peut faire des burn-out. Et je pense que c'est indissociable et indispensable. Mais moi, je me rends compte, en plus, être en Nouvelle-Zélande, je vois ce qui me manque par contre au quotidien, qui est un vrai manquement dans ma vie, c'est tout ce qui va être artistique. Le pain, la baguette, le fromage. Non, il y en a un petit peu. Hein. Non, c'est... Non, ce que je veux dire, c'est que moi, c'est d'aller dans des musées. Moi, je me rends compte vraiment... D'ailleurs, à chaque fois que je viens avec Franck, on passe un temps fou à aller voir plein d'expositions parce qu'il sait que, oh là là, Vincent arrive, il va falloir qu'on se fasse un max de musées parce qu'il a plein de temps à rattraper. Mais encore une fois, moi, de voir des gens qui vont s'exprimer dans l'art, moi, c'est un échappatoire. Et même la musique, hein, je veux dire, aller voir un concert, de voir vraiment des gens qui sont sur scène et qui retranscrivent une émotion à travers la musique. Laisse tomber, moi c'est bon, je me ressource, c'est vraiment, tu sais, tu as la jauge d'énergie qui fait... Donc, ouais. Mais non, ça, encore une fois, j'en reviens à la santé mentale, je pense que c'est des choses qui sont indispensables.
essayer de comprendre, voilà, en termes comment gérer son temps. C'est d'avoir toujours un temps à penser à soi et à penser aux autres aussi qui vous entourent, parce que de temps en temps, on est tellement pris par notre truc et on ne sait même plus quand s'arrêter. Je pense qu'il faut... après, je suis vraiment un très mauvais exemple pour ça, mais je pense qu'il faut toujours réussir à avoir du temps pour soi et pour les gens qu'on aime, quoi. Je pense que, ouais. Peu importe... ouais. Au revoir. Il de voir. On pourrait prendre une dernière question, peut-être? Tu peux, hein. Non, mais Vincent, on on te remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. J'espère que ça vous a aidé à y voir plus clair sur ce que vous avez envie de faire dans la vie, de comment vous voulez vous y prendre et tout ça. Tu restes un petit peu peut-être pour répondre à leurs questions en catimini. Merci. Et puis, tu es toujours le bienvenu à Méliès quand tu veux. Merci beaucoup. Merci. Merci. Après, juste une dernière chose, c'est vrai que malgré le parcours que j'ai eu, je pense que j'ai énormément d'humilité. Je pense que c'est pas parce que vous allez croiser des gens qu'on travaille sur des films, un tel et un tel. Je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont pas travaillé sur des films comme ça, qui ont tellement de choses à raconter, à vous transmettre de n'importe quelle personne. Je pense qu'on a toujours des choses à apprendre. Et n'importe qui, d'ailleurs, par rapport au travail que vous faites, peut vous donner un avis sur ce que vous allez faire. Et il n'y a pas besoin d'avoir un prestige derrière. Je pense que n'hésitez pas aussi, ça se fait partie des choses. Quand vous faites des choses, quand vous avez des doutes, à montrer vraiment à des gens autour de vous, c'est toujours une récompense au final d'avoir l'avis des gens, quoi. Voilà. Je suis extrêmement étonné quand même qu'un certain... tu t'es pas posé de questions aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va? Il m'en a posé avant. Il t'en a posé avant? Ah ouais, c'est ça en fait. Et il se prépare pour la suite. Je le sens dans le regard. Là. Tu te calmes. C'est les résolutions 2026. Bon, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir tenu jusqu'au bout aussi encore une fois. Prenez soin de vous et faites On attention se donne sur la route. rendez-vous pour une journée extraordinaire avec plus de 7 intervenants exceptionnels, dont Benjamin Wislow ici présent, un grand animateur qui va vous parler aussi, lui, d'animation et narration, d'un storyboarder, de plein de gens merveilleux. Voilà. Donc, à jeudi au minimum. Demain pour ceux qui sont là. Merci. Merci Vincent.